Cela m'est arrivé il y a quelque temps, lorsque j'ai décidé de partir seule en camping. J'ai toujours aimé camper seule. Il y a quelque chose d'apaisant dans le fait d'être isolé au milieu de la nature sauvage. J'ai donc planifié le sentier que j'allais emprunter. J'ai préparé mon matériel de camping et mon fusil pour me protéger, et j'ai sauté dans mon camion. Je me suis rendu sur ce sentier tôt le matin, et j'ai parcouru environ 30 km jusqu'à ce que je trouve où planter ma tente. Je tombe sur une belle clairière et décide que c'est un bel endroit pour s'installer. Je suis épuisé, mais je monte la tente à l'extrémité sud de la clairière, près de la limite des arbres, et je réussis à allumer un feu. Je fais rôtir quelques saucisses, et je commence à entendre un bruit au loin. On aurait dit un animal, probablement un cerf, avec une patte boiteuse, car il semblait traîner sa patte. Je me sentais mal pour lui, mais il était trop loin, et il commençait à faire nuit, donc je ne pouvais pas vraiment aller le chercher et le soulager de ses souffrances. Je ne pense plus à rien après ça, et je continue à manger. Après avoir mangé, j'éteins le feu, je me glisse dans ma tente et je m'enfonce dans mon sac de couchage. Puis je décide que même dans mon état épuisé et détendu, je ne peux pas m'endormir, alors je sors un livre que j'ai apporté avec moi et je commence à lire à la lumière de la lampe. Les heures passent et j'entends à nouveau ce bruit, cette fois plus proche, juste de l'autre côté de la clairière. Surpris, je pose mon livre et j'écoute cet animal traverser la clairière en marchant vers ma tente. C'est très fort à ce moment-là, et on dirait maintenant que les sabots sont lourdement plantés et que le bruit de traîne suit quelques secondes plus tard, comme si le cerf traînait quelque chose. Il arrive à ce que je suppose être le milieu de la clairière et s'arrête, et je n'entends rien, pas de respiration. Je veux dire, pas un seul son de cet animal. Je défais la fermeture de la tente et regarde dans la clairière, rien que des arbres et l'obscurité. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Découragé, je referme la tente et reste assis à l'affût d'autres bruits. Rien, juste les grillons et la brise. Je me dis qu'il y a toujours beaucoup de bruits étranges dans les bois et j'essaie de ne pas m'en préoccuper. En plus, j'ai mon fusil. Je commence à m'assoupir lorsque j'entends des rires d'hommes au loin sur ma droite, puis des rires de femmes et des bâtons qui claquent au loin sur ma gauche. Je me réveille, me demandant si ce que j'entends est vraiment ce que j'entends, ou si c'est juste le résultat de mon demi-sommeil. J'entends d'autres rires légers provenant de deux autres directions, toutes différentes, hommes, femmes, et je confirme que c'est réel. Les bruits se rapprochent et j'attrape mon fusil en me préparant à tirer un coup de semonce en l'air, au cas où il s'approcherait trop près. Quelque chose dans ces rires, la distance à laquelle je me trouvais, les bruits antérieurs et l'heure de la nuit m'ont fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple famille qui se promenait. J'étais déjà sur les nerfs, mais j'ai remarqué que la vie nocturne était très calme. Même le vent ne faisait pas de bruit. J'ai décidé que c'en était assez. J'ai ouvert la tente et j'ai tiré un coup de feu en l'air dans la nuit. J'ai scruté la ligne des arbres et je n'ai rien vu. J'ai écouté attentivement ce qui m'entourait. Aucun rire et les bruits de la forêt étaient revenus. En me détendant un peu et en pensant que cela avait effrayé quelqu'un, je me suis assis et dans mon état d'épuisement, je me suis endormi. Je me suis réveillé plus tard avec des sueurs froides, rongées par l'anxiété, alors qu'il faisait encore nuit dehors. Puis soudain, j'entends immédiatement deux personnes chuchoter non loin de ma tente. Alerté, je saisis mon fusil et j'écoute ce qu'ils disent. Je ne vois pas grand-chose, mais j'entends quelque chose sur le fait d'être perdu. Alors je crie. « Hé, qui est là ?» Les voix se taisent. Je sors de la tente et je crie à nouveau. « Vous êtes perdu ? Qui est là ?» Soudain, une énorme explosion de flammes, comme un lance-flamme, jaillit du milieu de la clairière et illumine plusieurs silhouettes de personnes qui se tiennent debout. Sous le choc, je tire avec mon fusil, sans vérifier ce qui m'entoure. Je pars en courant, en prenant à gauche et en retournant sur le sentier. J'ai marché jusqu'à mon camion. Je n'ai entendu personne me suivre. Je n'ai vu personne ni rien pendant tout le trajet, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que j'étais observé. Après ça, je n'ai plus jamais eu envie de camper seule.
C'est une expérience que j'ai eue il y a environ 9-10 ans. J'ai raconté cette histoire à de nombreuses personnes au fil des ans, des amis de la famille et même des connaissances, chaque fois que des sujets surnaturels ou effrayants ont été abordés dans la conversation. Mais j'ai toujours laissé de côté les détails les plus fins, parce qu'honnêtement, je pense que j'en garde un traumatisme latent. Je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Vous pouvez croire ce que vous voulez et je respecte votre opinion, mais je ne vais pas non plus débattre ou argumenter sur quelque chose que je sais être vrai. Cette expérience s'est produite alors que je faisais du camping sauvage seul dans une forêt du pays de Galles. J'habite en Angleterre, près de la frontière galloise. C'est quelque chose que j'ai fait des dizaines de fois. Je pense que c'était en avril ou mai 2014 ou 2015. C'était la deuxième des 3 nuits que j'avais prévues pour mon voyage, bien qu'elle ait fini par être la dernière. La première nuit et le deuxième jour ont été excellents. J'ai fait une longue randonnée suivie d'un déjeuner dans un pub. Je suis retourné en voiture à l'endroit où je logeais et j'étais maintenant de retour à ma tente. Je me suis installé pour la nuit. J'ai lu un livre, bu quelques bières et je me suis endormi. Il était probablement entre 23h et minuit. J'étais dans cet état où on est à moitié conscient, sur le point de s'endormir, mais pas encore tout à fait. J'ai lentement pris conscience d'un bruit mélodique quelque part à l'extérieur de la tente. Je n'avais pas l'impression que c'était très proche, mais peut-être à moins de 15 mètres. On aurait dit une personne fredonnant un air. Après avoir écouté pendant quelques minutes, c'était bien quelqu'un qui fredonnait un air. Je ne me souviens plus si c'était un homme ou une femme. À ce stade, je me fais dessus parce que c'est incroyablement effrayant, comme dans un film d'horreur. Je n'avais pas quitté ma tente à ce moment-là. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne pouvais pas rester là indéfiniment. J'ai donc trouvé le courage d'ouvrir ma tente aussi lentement et silencieusement que possible pour voir si je pouvais voir quelque chose ou savoir d'où venait le bruit. 5 secondes après que j'ai sorti la tête de la tente, le bourdonnement s'est arrêté. Il ne s'est pas estompé ou quoi que ce soit d'autre. Il s'est juste arrêté, comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche pause d'un enregistrement. Je suis encore très nerveux à ce moment-là, mais je suppose que c'est exactement ce qui s'est passé. Quelqu'un a fait une farce à des campeurs solitaires avec un enregistrement audio. Je ne voyais littéralement pas d'autre explication. Sur la base de cette hypothèse, j'ai crié quelque chose comme « Tu n'es pas drôle, va te faire voir », ce qui m'a fait me sentir un peu mieux, parce que j'avais l'impression d'avoir réglé le problème. J'ai laissé ça en suspens pendant encore 10 secondes, alors que ma tête sortait toujours de la tente, et ça n'a pas bougé. Je suis un peu satisfait à ce stade, et je commence à retourner à l'intérieur. Au moment où j'attrape la fermeture éclair de la tente, le bourdonnement recommence. Le même air, mais beaucoup plus fort, beaucoup plus proche, et venant de la direction complètement opposée. Mon cœur s'effondre, car il est impossible que quelqu'un se soit déplacé de la première source de bruit à la seconde sans que je voie ou entende quelque chose. C'est littéralement impossible. Les bois étaient silencieux, pas même une brise contre les feuilles. Il faisait sombre, mais je pouvais encore voir à de courtes distances grâce au clair de lune. Au fond de mon esprit, mon subconscient fait clairement des heures supplémentaires pour essayer de rationaliser tout ça, et je pense que j'ai dû supposer qu'il y avait plusieurs farceurs dans la nature avec plusieurs enregistrements audio. Je ne peux pas me souvenir exactement de ce que je me suis dit à ce moment-là parce que c'est vraiment flou, mais pour une raison ou une autre, je suis sorti en colère de la tente en direction du son désormais très fort. Il semblait que la personne qui fredonnait se trouvait à moins de 3 mètres. Je me suis tourné vers le bruit, prêt à crier sur celui qui faisait ça, ou même à l'attaquer si nécessaire. C'est alors que j'aperçois une silhouette humanoïde se découpant sur la ligne des arbres, à une quinzaine de mètres de moi. La meilleure description que je puisse en faire est la suivante. C'était une grande silhouette mince, qui avait la forme d'un être humain, mais qui était beaucoup trop grande et mal proportionnée. Elle était énorme, je dirais qu'elle mesurait plus d'1,90 m. Ses membres étaient anormalement longs, comme s'ils avaient été étirés dans toutes les directions. Sa tête semblait très petite et arrondie. Je pense que la silhouette était de couleur grise, mais je ne peux pas en être sûr à 100% en raison de la mauvaise visibilité. Je n'ai pas pu distinguer grand-chose de son visage qui semblait plongé dans l'ombre. Je n'ai remarqué aucun signe distinctif, comme des yeux, une bouche ou un nez. Il se tenait debout, immobile, face à moi.
mais pas tout à fait, parce qu'il y avait un certain mouvement, de la même manière qu'une personne ou un animal se balancerait d'avant en arrière ou ferait quelques mouvements corporels mineurs, etc., s'il était debout. Il s'agissait d'une chose réelle et vivante, je le sais de source sûre. Il ne s'agissait pas d'une illusion, d'un accessoire ou d'une farce. Cette chose se tenait juste devant moi et était consciente de ma présence. Je suis complètement paralysé par la peur à ce stade. Je n'ai jamais rien ressenti de tel avant ou depuis. Juste une terreur primitive qui m'a laissé littéralement incapable de bouger. Je me souviens distinctement avoir pensé que je devais m'enfuir, mais je ne pouvais pas physiquement bouger mon corps. Je n'ai jamais été aussi terrifié. Lorsque j'ai posé les yeux sur cette créature, le bourdonnement s'est arrêté et il a immédiatement recommencé, mais pas une chanson. Elle a commencé à fredonner doucement mon nom, avec ce qui semblait être ma voix. Je sais que c'est ridicule, mais je jure que c'est comme ça que je m'en souviens. Même s'il chantait avec ma voix, ça ne sonnait pas juste. Les syllabes étaient juste décalées, comme si un non-humain avait entendu la parole une fois et essayé de l'imiter pour la première fois de façon médiocre. Cela n'a pas dû durer plus d'une dizaine de secondes, mais j'ai eu l'impression que cela durait depuis une éternité. Moi debout, cette créature debout, immobile et chantant mon nom. À un moment donné, toutes les cellules de mon corps ont basculé et j'ai réussi à me retourner et à courir aussi vite que je l'ai jamais fait dans la direction opposée. Pendant 2 minutes, j'ai littéralement sprinté dans les bois, sans penser à autre chose qu'à mettre de la distance entre moi et cette chose. Je n'avais aucune idée de la direction dans laquelle j'allais, ni de la façon dont j'allais revenir à ma tente. Lorsque j'ai fini par m'arrêter, je me suis appuyé contre un arbre, essoufflé. La forêt était toujours aussi silencieuse. J'ai dû rester près de cet arbre pendant environ une demi-heure, attendant que mon rythme cardiaque ralentisse, essayant de me calmer et de décider quoi faire. Je ne voulais pas retourner à ma tente. J'avais laissé toutes mes affaires, mais j'avais besoin de mon téléphone et de mes clés de voiture pour entrer chez moi. J'étais à plusieurs kilomètres de tout. J'ai fini par revenir lentement. Une fois de retour à ma tente, je n'ai pris que mon téléphone et mes clés et je suis retourné à ma voiture aussi vite que je le pouvais. J'ai passé le reste de la nuit assis sur le siège arrière, tremblant sans même essayer de dormir. Une fois le soleil levé, j'ai réussi à retourner à ma tente, à emballer mes affaires et à partir aussi vite que possible. Après ça, j'ai fait une pause de plus de 2 ans dans le camping en solitaire, ce que je fais normalement tous les 3 ou 4 mois. Voilà donc mon expérience. Faites-en ce que vous voulez. Je n'ai jamais oublié ce qui s'est passé. Il en sera toujours ainsi. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les bois avec moi cette nuit-là, mais ça m'a marqué et a transformé la façon dont je pense aux expériences surnaturelles. Quand j'étais en 2e année d'université, je suis allé camper avec 4 amis dans le parc national de Bald Eagle, en Pennsylvanie. Nous avions réservé un emplacement de camping assez isolé, au fond du parc, tout en haut d'une des montagnes, à l'écart des autres emplacements de camping. Il était situé au bout d'un étroit chemin de terre, long d'environ 23 mètres, qui se séparait lui-même de la route principale, qui est également en terre, je crois. Il n'y avait rien au bout de ce petit chemin, à part notre emplacement de camping. Nous nous sommes garés à l'entrée du parc et avons passé la journée à marcher jusqu'au site, à installer le camp, puis à faire des randonnées. Nous avons fait un feu, préparé le dîner et nous nous sommes couchés. Peu de temps après, nous avons découvert que l'un des gars qui nous accompagnait ronflait, très fort. Des ronflements à faire trembler les murs, des ronflements vraiment assourdissants. Au bout d'une demi-heure environ, nous avons renoncé à essayer de dormir et sommes sortis de nos tentes, laissant notre ami bruyant ronfler dans la sienne. Une amie de l'époque était à la station de radio de notre école et avait une émission nocturne. Je crois qu'elle passait entre minuit et 2 heures du matin. Comme nous ne pouvions pas dormir, nous avons marché jusqu'à la route principale où la réception était meilleure et où nous pouvions entendre la radio par-dessus les ronflements. Lorsque nous sommes arrivés sur la route, nous nous sommes mis près de l'entrée de notre site. Alors que nous étions là, un pick-up noir au feu éteint est sorti des bois et nous a dépassés très lentement.
Il était banalisé, ce n'était pas un garde forestier. Nous avons écouté la radio pendant environ une demi-heure ou 45 minutes après ça. Et nous avons même brièvement appelé pour dire bonjour. Finalement, nous avons décidé de retourner nous coucher. Une des filles est partie dans les bois pour s'occuper de quelque chose pendant que je remontais dans la tente que je partageais avec elle. Après quelques minutes, je l'ai entendue se déplacer à travers les feuilles vers la tente venant de ma droite. Au même moment, j'ai également entendu le grondement caractéristique des pneus sur le sol. Je me suis levée et j'ai regardé par la petite fenêtre moustiquaire de la tente. Nous n'avions pas pris la peine de monter le double toit, car c'était une nuit parfaitement claire, avec une lune très brillante, donc je pouvais tout voir. J'ai vu mon amie revenir en courant vers la tente et se cacher derrière elle juste au moment où le camion noir s'est arrêté sur notre emplacement de camping, toujours avec ses phares éteints. Puis il a coupé son moteur et est resté là. Notre ami ronflait toujours. J'ai un petit couteau dans ma tente et je sais que mes 2 autres amis en ont au moins un dans la leur, mais nous n'avons pas d'autres armes, pas de pistolet ni de spray anti-ours, alors nous regardons. Comme je l'ai dit, la nuit est claire et je peux très bien voir le camion. Il est à environ 6 mètres de ma tente, mais je ne peux pas voir qui est dans le camion, ni combien de personnes il y a. Rien ne semble bouger à l'intérieur. Honnêtement, je n'ai aucune idée du temps que j'ai passé à regarder ça. Mon ami s'était baissé derrière notre tente et j'ai pu entendre à sa respiration qu'elle était terrifiée, mais aucun de nous n'a dit un mot. J'ai l'impression qu'un temps vraiment très long s'est écoulé. Nous avons juste continué à attendre que quelque chose se passe, mais rien. Finalement, le camion redémarra et recula sur le long chemin de terre étroit. Il n'allumait pas ses phares. Je l'entendis repartir dans la direction d'où il venait, et c'était tout. Mon ami fit irruption dans la tente une seconde plus tard. Maintenant, nous discutons. « T'as vu ça ? C'était bizarre. » Finalement, nous sommes allés nous coucher. Nous avons fait nos bagages et sommes partis le lendemain matin comme prévu. Et oui, nous avons vérifié auprès du parc, et il ne possède aucun SUV noir banalisé, et aucun garde forestier n'est venu vérifier notre site pendant la nuit. Il y a environ 3 mois, j'ai eu une expérience étrange pendant une randonnée dans la forêt nationale d'Allegheny. Ce week-end, nous sommes retournés sur le même réseau de sentiers Minister Creek. Nous avons installé notre campement sur un site différent, à environ 4 km au nord de l'endroit où nous avions séjourné la dernière fois. La soirée s'est déroulée sans incident et nous sommes couchés dans nos tentes individuelles vers 21h30. Vers 2h30 du matin, nous avons été réveillés par un énorme boom. Ce n'était pas un coup de feu, cela ressemblait plus à un canon à poudre noire qui se déclenchait et résonnait dans toute la vallée. Nous sommes sortis de notre tente et avons discuté de ce que nous avions entendu, un peu nerveux, car c'était si proche de nous, mais nous avons finalement essayé de nous rendormir. Ce bruit n'a vraiment rien à voir avec ce qui s'est passé plus tard, mais c'était juste une nuit bizarre. Alors que j'étais allongé, incapable de dormir, j'ai commencé à voir des ombres sur les parois de la tente. J'aurais juré voir la silhouette d'une personne marchant vers la tente, mais quand je la regardais, elle disparaissait aussi vite que je l'avais remarqué. Je me suis dit que je voyais simplement des choses, et j'ai fermé les yeux, puis je me suis endormi. L'instant d'après, je suis réveillé par une voix de jeune fille qui dit « Papa !» Je me réveille en sursaut, incertain de ce que je viens d'entendre. Je suis donc allongé, je regarde ma montre qui indique 5h13. Je suis bien réveillé et environ 30 secondes plus tard, juste à côté de ma tante, j'entends de façon très pressante « Papa, papa !» Il y avait aussi quelque chose d'étrange dans la voix. C'était tout simplement effrayant. J'ai eu de grands frissons, comme je n'en ai jamais eu. C'était bizarre que j'entende la voix d'une jeune fille, car premièrement, ma fille n'était pas venue avec nous, et deuxièmement, il n'y avait aucune femme dans notre petit groupe. Il fait nuit noire, je ne vois aucune lampe de poche, plus de lumière provenant du feu. J'essaie de rationaliser ce que j'entends et je me redresse. Je me dis qu'une campeuse d'un autre site est peut-être entrée dans le nôtre en pensant qu'elle était dans la tente de son père.
Je défais la fermeture de ma tente, j'éclaire avec ma lampe de poche, et là, j'aperçois un ours noir qui s'éloigne dans les bois. J'ai alors poussé un cri qui a réveillé le reste de mon groupe. L'animal ne s'en est pas soucié et s'est enfoncé dans l'obscurité. Bien sûr, nous avons cherché autour de nous avec nos lampes de poche et nous n'avons trouvé personne d'autre. Toute cette expérience était tout simplement folle. Qu'est-ce que j'ai entendu? Les ours noirs font-ils des bruits qui ressemblent à ceux d'une fille qui appelle son père? Était-ce un fantôme qui m'avertissait de la présence d'un ours dans notre campement? Un ange gardien? Ou bien est-ce que j'ai eu une hallucination auditive due à un trouble du sommeil qui a coïncidé avec la présence d'un ours noir dans notre campement? Quoi qu'il en soit, mon expérience de randonnée dans la forêt nationale d'Allegheny a été plutôt étrange. J'ai grandi dans une région rurale très boisée du centre de la Virginie, et comme la plupart des enfants de mon âge 10 ans à l'époque de cette histoire, j'ai passé beaucoup de temps à jouer dans les bois et autour d'eux. Ma meilleure amie et moi avions trouvé un jour un ruisseau en explorant différentes pistes de chevreuils. Ce ruisseau que nous avons trouvé par hasard était l'endroit idéal pour jouer. L'eau était fraîche et claire, il n'y avait pas de vipères cuivrées et pas de moustiques car l'eau coulait en permanence. Nous étions ravis. Après quelques heures de baignade, nous avons dû rentrer à pied à la maison pour déjeuner, et nous avions prévu d'y retourner le lendemain afin de pouvoir pique-niquer sur les rives du ruisseau et y passer toute la journée. Le lendemain matin, nous sommes partis pour les bois vers 13 heures, en prévoyant de pique-niquer d'abord et de nous baigner ensuite. Nous sommes entrés au même endroit que le jour précédent et avons suivi ce que nous pensions être le même sentier de cerf. Ce n'était pas le cas. À l'endroit où nous aurions dû trouver le ruisseau, nous sommes entrés dans une petite clairière couverte de fougères énormes et épaisses. Nous n'étions jamais passés par là auparavant. Comme nous avions faim et que nous étions fatigués de marcher, nous avons décidé de manger dans la clairière. Nous avons ri et joué. C'était un vrai plaisir et nous étions toutes les deux de bonne humeur. Mais tout a changé dès que nous avons plié bagages et que nous sommes repartis à la recherche du ruisseau. Au fur et à mesure que nous avancions, les bois devenaient plus sombres et plus froids. Nous avons commencé à être nerveuses et j'ai remarqué que mon amie n'arrêtait pas de tourner la tête pour regarder derrière nous. Après environ une demi-heure de marche, nous sommes tombés sur ce qui ressemblait à une salle de bain envahie par la végétation. L'évier, les toilettes et la baignoire étaient disposés les uns à côté des autres et recouverts de lierre. Il est assez courant de trouver des choses bizarres comme ça au milieu des bois. Alors nous avons continué à marcher et nous avons fait des blagues pour détendre l'atmosphère en l'appelant la salle de bain de Bigfoot. Après une heure de marche sans rien voir que nous reconnaissions, nous avons commencé à paniquer. Au lieu d'essayer d'atteindre le ruisseau, nous essayons maintenant de trouver le chemin du retour, ou du moins de sortir des bois. Je lui ai dit que nous devrions suivre le soleil et que nous finirions par arriver sur une route ou sur la propriété de quelqu'un où nous pourrions trouver de l'aide. Elle a insisté pour trouver un autre chemin et nous avons commencé à nous crier dessus par peur. Et soyons honnêtes, par autoritarisme de petite fille. Je lui ai dit que si elle pensait avoir raison, elle n'avait qu'à suivre son chemin et que nous verrions qui sortirait en premier, et nous nous sommes séparés. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je reconnais pleinement que j'ai agi comme une gamine têtue, mais aussi comme une idiote. Moins de 10 minutes après notre séparation, j'ai commencé à entendre quelqu'un marcher à environ 30 mètres derrière moi. Pensant que c'était mon amie qui avait décidé de suivre mon chemin après tout, j'ai ralenti pour qu'elle puisse me rattraper. Au lieu de ça, cette personne s'est mise à marcher au même rythme que moi. Je ralentis, elle ralentit. Je m'arrête, elle s'arrête. Cela a duré très longtemps. Pendant tout ce temps, je me demandais si c'était dans ma tête ou si quelque chose me suivait vraiment. J'ai pris un gros bâton, je l'ai balancé plusieurs fois pour m'assurer qu'il était solide si je devais frapper quelqu'un, et j'ai continué. Alors que la nuit commençait à tomber, j'ai découvert quelque chose qui m'a déstabilisé. C'était la salle de bain de Bigfoot. Je venais de marcher en cercle pendant des heures, alors que j'étais sûre à 100% de suivre le soleil couchant à l'ouest pendant tout ce temps. Confuse et frustrée, je me suis assise sur une bûche et j'ai crié de toutes mes forces en frappant le sol avec mon bâton.
Alors que j'essayais de me ressaisir, j'ai de nouveau entendu les pas qui s'approchaient de moi par derrière. J'ai crié le nom de mon ami aussi fort que possible. Pas de réponse. Puis, après une courte pause, les pas ont commencé à courir vers moi. Je me suis levé d'un bond et j'ai pris mes jambes à mon cou dans la direction opposée. Alors que je courais dans les bois qui s'assombrissaient, j'ai commencé à entendre ce que je pensais être des cloches d'église. J'ai levé les yeux et j'ai vu le nuage le plus sombre et le plus profond que j'ai jamais vu de ma vie. Au milieu, il était si noir que c'était comme regarder le ciel nocturne, et le gris foncé qui l'entourait semblait tourbillonner. Cela m'a donné une sensation horrible, un peu comme la nausée que l'on ressent lorsqu'on regarde trop longtemps à travers des jumelles. Ce qui m'a rendu encore plus malade, c'est que j'ai réalisé que le son semblait passer par le trou dans le nuage. Lorsque j'ai réalisé ça, je me suis arrêté net. J'ai ressenti un sentiment d'effroi absolu et écrasant que je n'avais jamais connu en 24 ans de vie sur cette planète. Quelque chose dans ma tête s'est mis à hurler que si je ne m'enfuyais pas loin de ce nuage, personne ne me reverrait jamais, que je n'existerais plus. Je ne voulais pas non plus courir vers la chose qui me poursuivait, alors j'ai fait un virage à droite et je me suis éloigné des deux. Il faisait maintenant complètement noir et je courais à l'aveuglette dans les bois, me cognant contre les branches, trébuchant tous les 2 mètres pendant ce qui me semblait être 1 heure de plus, jusqu'à ce que je percute quelque chose de bas et que je vole par-dessus, heurtant le sol si fort que tout l'air de mes poumons a été expulsé. Alors que j'essayais de récupérer, je me suis rendu compte que je n'entendais plus le son étrange. Mes yeux se sont alors mieux adaptés à l'obscurité et j'ai réalisé que ce qui venait de me faire perdre les pédales était une vieille clôture. Je l'ai saisie et j'ai prié pour qu'elle me conduise à une ferme et c'est ce qui s'est passé. J'ai marché sur une colline sur environ 1 kilomètre jusqu'à l'arrière de la ferme. J'ai expliqué ce qui s'était passé et le fermier m'a gracieusement ramené à la maison. J'étais couverte d'égratignures de la tête aux pieds et plus épuisée que je ne l'avais jamais été dans ma vie, mais enfin en sécurité. Il était plus de 21 heures lorsque j'ai enfin franchi ma porte d'entrée. Mon ami était rentré peu après notre départ et pensait que j'étais rentré aussi, donc je n'avais dit à personne que j'étais perdu, et ma famille avait juste pensé que j'étais encore dehors après la tombée de la nuit. Ils ont été choqués de me voir arriver dans cet état et en pleurs. Personne ne m'avait cherché. Aujourd'hui encore, je me demande combien de temps ils auraient attendu pour venir me chercher si je n'avais pas eu la chance de trouver la clôture et s'il aurait été trop tard. Quand j'étais jeune, j'avais la chance d'habiter juste à la limite d'une très grande réserve naturelle. La zone n'était pas ouverte au public, mais grâce à l'emplacement de mon quartier, il y avait plusieurs entrées moins connues que je pouvais utiliser pour y accéder et l'explorer à ma guise. J'ai passé d'innombrables jours de ma jeunesse à faire de la randonnée, à nager, etc. Les bois sont devenus comme une seconde maison pour moi. J'avais l'impression de connaître tous les raccourcis et toutes les grottes secrètes, et je me sentais toujours en paix, sauf ce jour-là. Mon meilleur ami et voisin, que j'appellerais Jacob, connaissait ces bois aussi bien que moi. Nous avions plusieurs endroits de prédilection où nous aimions nous rendre en randonnée et quelques forts improvisés que nous fabriquions avec des bâtons et d'autres objets. Il ne faut pas oublier que les choses étaient plus simples à l'époque et que nos parents n'avaient pas besoin de s'inquiéter pour nous et étaient habitués à ce que nous disparaissions pendant des heures pour explorer des bois. C'était aussi avant l'apparition des téléphones portables. Il est important de noter que ces bois étaient autrefois habités par des Amérindiens, plus précisément par la tribu des Comanches. Nous avons trouvé cette partie de l'histoire fascinante et aller dans les bois nous a parfois donné l'impression de nous éloigner du monde moderne et de revenir à une autre époque. Un après-midi, Jacob et moi avons préparé de l'eau et des encas et nous sommes partis dans les bois comme nous l'avions fait plusieurs fois auparavant. D'habitude, nous nous en tenions au sentier ou au ruisseau afin de pouvoir retrouver facilement le chemin de la maison. Mais ce jour-là, nous avions envie d'explorer encore plus profondément que nous ne l'avions fait auparavant. Nous nous sommes éloignés du sentier et avons pénétré dans des zones inexplorées de la réserve où même nos parents ne nous avaient pas encore emmenés. Tout allait bien au début, mais nous nous sommes vite rendus compte que les arbres étaient devenus incroyablement denses.
Il devenait de plus en plus difficile de marcher, car les branches mortes semblaient nous atteindre et nous griffer à chaque pas. Nous nous sommes trouvés un bâton solide et l'avons utilisé comme une machette, coupant et taillant un chemin à travers les arbres. Il n'y avait plus de sentier à trouver. Cela faisait probablement 15 ou 20 minutes que nous procédions de la sorte, lorsque nous avons eu un sentiment horrible, celui d'être observés. Jacob et moi nous nous sommes regardés pratiquement au même moment, et il m'a dit « Mec, tu sens ça ?» Oui, j'ai répondu. Nous étions tous les deux d'accord pour dire que quelque chose ne tournait pas rond. Nous ne pouvions pas décrire pourquoi, mais nous avions tous les deux le même sentiment de crainte que quelqu'un ou quelque chose nous observait. Nous avons rapidement convenu qu'il était temps de rentrer. Nous avons fait demi-tour et avons commencé à revenir sur nos pas, mais après plusieurs minutes, nous avons commencé à douter de savoir où nous étions. Les bois étaient denses ici, plus denses que dans n'importe quelle autre partie de la réserve que nous avions vue, et il était presque impossible de se déplacer. Nous commencions à être fatigués et avons décidé de faire une pause et d'essayer de nous orienter. C'est alors que nous avons remarqué quelque chose d'anormal. Le silence était total, à l'exception de notre respiration. Ces bois qui grouillent normalement de vie étaient absolument immobiles. Nous n'entendions pas un seul insecte, ni un seul oiseau, ni le bruit de l'eau du ruisseau. Ces bois confortables qui nous étaient si familiers nous semblaient soudain étranges et hostiles, et nous avions toujours l'impression d'être observés, même si le mot traqué serait plus approprié. Nous n'en pouvions plus de cette aventure, nous étions complètement déboussolés, et nous ne pouvions même pas dire si nous retournions sur nos pas. Jacob a essayé de grimper un arbre pour voir où nous étions, mais c'était trop difficile. Il aurait dû casser des dizaines de branches juste pour s'élever de quelques mètres du sol, et ces arbres étaient très hauts. Les branches étaient si épaisses qu'elles bloquaient parfois le soleil. Lorsque l'escalade de l'arbre a échoué, nous avons tous deux commencé à crier dans l'espoir que quelqu'un nous entende, mais la seule réponse que nous avons reçue était le silence oppressant des bois. C'est à ce moment de désespoir que nous avons vu quelque chose à travers les arbres. Probablement à une vingtaine de mètres du coin de l'œil, nous avons clairement aperçu une grande silhouette qui s'est rapidement déplacée derrière un arbre. Jacob et moi avons échangé un bref regard paniqué et nous nous sommes élancés dans la direction opposée à la silhouette. Nous avons sprinté à travers les branches, ne prenant plus soin de nous frayer un chemin sûr. Les branches nous griffaient les jambes, les bras et le visage, tandis que notre instinct de fuite prenait le dessus. À un moment donné, Jacob, qui portait notre sac à dos rempli d'eau et d'encas, s'est accroché à une branche particulièrement grosse. Je me suis arrêté pour l'aider à se dépêtrer aussi vite que possible, et nous avons continué à sprinter sans oser regarder derrière nous. À plusieurs reprises, j'ai peut-être entendu quelque chose casser des branches en nous suivant, mais je n'en suis pas certain. Nous avons continué à courir pendant ce qui m'a semblé être une éternité. En réalité, nous avons couru pendant 15 ou 20 minutes. Lorsque nous avons enfin franchi la limite des arbres et pénétré dans une clairière, j'étais tellement soulagé que j'aurais pu pleurer. J'aurais aimé que l'histoire s'arrête là, que je puisse la mettre sur le compte de l'imagination débordante de deux stupides jeunes perdus, mais je ne peux pas, car il s'est avéré que cette clairière était essentiellement l'arrière-cour d'une très grande et très vieille maison à 2 étages, une maison dont nous ignorions jusqu'à l'existence. La peinture bleue datant de plusieurs dizaines d'années s'est écaillée à l'extérieur. Il manquait plusieurs bardeaux au toit, dont beaucoup gisaient dans l'herbe envahie par la végétation. La maison avait plusieurs grandes fenêtres qui étaient couvertes de saleté. Un simple chemin de terre partait de l'avant de la maison et montait sur une petite colline dont on ne voyait pas l'issue. Il était évident que cette maison ne faisait pas partie de notre quartier, ni d'aucun autre quartier où nous étions allés auparavant. Jacob et moi étions à la fois terrifiés et émerveillés par ce que nous avions trouvé. Cette maison ressemblait à notre découverte personnelle après une quête périlleuse. Un peu de notre peur des bois s'est évaporé lorsque nous avons rassemblé le courage d'enquêter sur cette maison. Nous avons marché jusqu'au côté qui se trouvait sur notre gauche et avons jeté un coup d'œil à travers la fenêtre sale pour pénétrer dans cette étrange maison. Le premier étage semblait se composer principalement d'une grande pièce. Le long du mur, en face de nous, se trouvait un escalier en bois menant au 2e étage. Le premier étage était totalement dépourvu de meubles, de tables, de chaises, de canapés ou de quoi que ce soit d'autre. Il n'y avait que des dizaines et des dizaines de bouteilles cassées. Les tessons de verre couvraient la quasi-totalité du premier étage, ainsi que quelques livres et magazines jaunis ouverts, certains avec des pages clairement arrachées et posées à côté d'eux. Au centre de la pièce se trouvait un seul sac de couchage, sale d'après ce que nous pouvions voir, avec un chandelier éteint à côté. « Qu'est-ce que vous faites ?» J'ai failli me chier dessus d'horreur. Nous nous sommes immédiatement éloignés de la fenêtre et avons vu qu'un homme avait fait le tour du côté droit du bâtiment
et se tenait maintenant à une quinzaine de mètres de nous. Il ne portait rien d'autre qu'une salopette en jean sale. Sa peau était couverte de cicatrices qui ressemblaient à du cuir brut, et ses yeux, aucun de ses yeux ne regardait dans la même direction, et aucun ne regardait directement l'un ou l'autre d'entre nous. Tout dans cet homme semblait faux. Vous savez, il y a des gens dont on peut sentir l'énergie. C'est difficile à décrire, mais cet homme ne semblait pas du tout à sa place. Nous sommes restés figés sur place, surpris et terrifiés par son apparence. Nous l'avons regardé fixement pendant un moment, jusqu'à ce que Jacob trouve les mots pour parler. « Nous sommes juste en train de vérifier la maison, dit-il d'un air penaud. » L'étranger sembla prendre un moment pour digérer sa réponse avant de faire un geste vers les bois et de dire « Vous devriez repartir par où vous êtes venu. On ne sait jamais. » Il laissa cette dernière phrase en suspens. « On ne sait jamais. » Jacob a rapidement pensé à quelque chose à dire pendant que je le regardais avec une terreur absolue. « En fait, nous devons prendre la route. Nos parents nous attendent bientôt. » L'homme n'a pas répondu. Il est resté planté là, la bouche entrouverte, les yeux dansant dans différentes directions. On aurait dit qu'il réfléchissait à quelque chose. Nous n'avons pas perdu une seconde de plus pour sortir de là. Nous avons marché aussi vite que possible vers l'avant de la maison et avons remonté l'allée en terre, en essayant de ne pas avoir l'air paniqué. Je dis allée parce qu'il n'y avait pas de voiture dans la maison, pas même de garage. L'avant de la maison consistait en un porche qui était également jonché de vieilles boîtes de conserve, de bouteilles cassées et de pages jaunies de vieux magazines. Nous avons senti les yeux de l'homme se planter dans notre dos alors que nous avancions péniblement dans l'allée. Elle était assez longue et une fois que nous avons franchi le premier virage et que nous avons perdu la maison de vue, nous avons recommencé à courir. Finalement, nous avons atteint une route pavée. Il n'y avait pas de boîte aux lettres ni d'adresse que nous pouvions voir. Nous avons suivi cette route pavée pendant un bon moment. Il nous a semblé qu'il y avait une éternité avant que nous puissions commencer à reconnaître l'endroit où nous nous trouvions à nouveau. Il s'est avéré que nous avions traversé toute la réserve naturelle et que nous nous trouvions de l'autre côté de notre quartier. Il nous a fallu le reste de l'après-midi pour rentrer à la maison, mais nous y sommes parvenus sains et saufs sans incident. Nous n'avons pas raconté à nos parents ce qui s'était passé, car nous avions peur qu'ils restreignent notre liberté et nous interdisent de retourner dans les bois. Nous ne sommes pas retournés dans les bois pendant quelques semaines, et quand nous y sommes retournés, nous avons rarement quitté les sentiers, et nous ne sommes plus jamais allés dans cette région. Aujourd'hui encore, Jacob est convaincu qu'il se passe quelque chose de paranormal à cet endroit, que nous nous sommes retrouvés au milieu de choses à la fois insondables et dangereuses. Nous sommes tous les deux des personnes plutôt réalistes et terre à terre, mais j'ai tendance à être d'accord avec lui. Je ne sais toujours pas si les sentiments d'effroi et de peur dans les bois et la maison, l'homme, sont liés d'une manière ou d'une autre. Je ne le saurai jamais. Depuis ce jour, nous appelons cette zone étrange et interdite des bois le labyrinthe indien. J'ai eu quelques expériences troublantes dans les bois, mais celle-ci est sans aucun doute la plus étrange. J'y réfléchis depuis des années et je n'arrive toujours pas à trouver une explication rationnelle. En 2018, mon partenaire et moi avons conduit jusqu'à une forêt nationale de l'Oregon pour une randonnée d'une journée au début de l'été. La région était quelque peu éloignée, mais rien de trop isolé. La randonnée est très pratiquée dans le nord-ouest du Pacifique. Il y a donc beaucoup d'autres personnes sur ces sentiers à tout moment, surtout pendant la haute saison. Pour cette raison, nous avons choisi un sentier moins populaire dans l'espoir de passer du temps seul. C'était une randonnée aller-retour d'environ 9 km de difficulté modérée avec une cascade à la fin. Elle suivait une rivière et ne croisait aucun autre sentier. Assez simple, non? Nous étions tous les deux des randonneurs expérimentés, en bonne condition physique. Nous n'avions donc aucune raison de penser que nous avions besoin d'autre chose que de sacs à dos avec quelques litres d'eau et des sandwichs. Revenir avant la tombée de la nuit aurait dû être un jeu d'enfant. Nous sommes partis peu après midi. Au début, nous avons pris notre temps et avons flâné le long de la rive pendant quelques minutes. J'ai trouvé un os d'animal intéressant et nous avons réfléchi à ce que cela pouvait être. Il s'agissait clairement d'une vertèbre d'un grand mammifère. Nous avons donc supposé que c'était probablement un os de cerf. Comme je suis un peu morbide et que j'aime collectionner des objets de cette nature, je l'ai mis dans mon sac.
La randonnée jusqu'à la cascade était magnifique. Nous avons croisé quelques autres personnes sur le chemin du retour, vers le point de départ, mais le plus souvent, nous avions l'endroit pour nous seuls. Nous nous sommes arrêtés à quelques reprises pour observer la faune ou prendre des photos de fleurs. Je suivais notre progression sur ma montre connectée, donc je savais toujours combien de kilomètres nous avions parcouru et combien de temps il nous restait avant le coucher du soleil. Nous avons atteint la cascade à environ 4 kilomètres, ce qui correspondait à ce que la carte avait indiqué. J'ai mis ma montre en pause et nous nous sommes installés sur un gros rocher pour nous reposer et manger notre déjeuner. Un autre jeune couple était là avec son chien. Nous lui avons dit bonjour et nous nous sommes ensuite occupés de nos affaires. C'est ici que tout a mal tourné. Alors que nous rassemblions nos affaires et que nous nous préparions à partir, mon partenaire Michael a glissé du rocher et s'est gravement tordu la cheville. L'autre couple a entendu son cri de surprise alors qu'il s'éclaboussait dans l'eau. Ils se sont donc précipités pour l'aider. Nous l'avons tous les trois ramené sur la terre ferme et avons évalué la blessure. Aucun d'entre nous n'était médecin, mais nous pensions qu'il s'agissait d'une entorse. Le gonflement avait déjà commencé et Michael a dit que la douleur était intense. Il pouvait à peine se tenir debout. En réalisant ça, le couple a commencé à reculer et semblait impatient de partir. J'ai demandé à l'homme s'il pouvait aller chercher de l'aide, mais il n'a pas répondu, sa femme non plus. Ils se sont tous les deux retournés et ont commencé à courir sur le sentier avec le chien qui trottait derrière eux. Je les ai appelés avec frustration, mais ils ne se sont pas retournés. Inutile de dire que nous n'avions pas de service cellulaire aussi profond dans les bois, donc nous ne pouvions contacter personne d'autre. Nous avons dû revenir à pied. Tout ira bien, ai-je dit à Michael. Ce n'est qu'à 3 kilomètres, tu peux le faire. Nous avons mis les bouteilles d'eau et notre modeste équipement dans mon sac pour qu'il n'ait rien à porter et nous avons fait des progrès décents. Je suivais toujours la randonnée sur ma montre. Après environ 3 kilomètres, Michael s'est essoufflé et nous nous sommes reposés à nouveau. Je lui ai dit de s'appuyer sur moi pour soulager sa cheville blessée. Même si j'ai une tête de moins que lui, cela a semblé l'aider. Nous y sommes presque, dis-je. Encore 1 kilomètre. Finalement, j'ai réalisé que nous avions marché plus longtemps que prévu. J'ai supposé que c'était dû au fait que nous avancions à un rythme plus lent, mais lorsque j'ai vérifié ma montre et que j'ai vu que nous avions parcouru plus d'1 kilomètre, j'ai commencé à m'inquiéter. Nous en étions à 9 kilomètres au total. Cela signifiait que le retour au point de départ du sentier était plus long que la marche jusqu'à la cascade. Ce n'est pas possible, mais je me suis dit que j'avais dû faire une erreur à un moment donné. Peut-être n'avais-je pas démarré le tracker avant que nous ayons déjà parcouru une certaine distance au début. Quoi qu'il en soit, le parking devait se trouver au prochain virage du sentier. Nous sommes arrêtés pour évaluer la situation. Plus de 11 kilomètres au total, et nous n'étions toujours pas de retour. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vérifié la carte de notre randonnée sur l'application et j'ai vu qu'il n'y avait pas de trou. C'était une ligne droite du début à la fin, avec la ligne doublée sur elle-même, indiquant que nous étions sur le même itinéraire, mais où se trouvait le point de départ du sentier. Nous avons discuté et conclu qu'il devait s'agir d'une erreur. Michael était persuadé que nous n'avions pas dépassé le point de départ du sentier et que nous n'avions pas pu nous tromper de chemin, car il n'y avait pas d'autre sentier. De plus, le paysage nous était familier. Nous avons vu des choses que nous nous souvenions avoir vues sur le chemin de la cascade. C'était bien le même sentier et il était bien entretenu. Un grand et large chemin de terre qui suivait la rivière et ne déviait pas dans les sous-bois. Il était impossible de perdre le sentier. À ce stade, nous commencions à nous sentir démoralisés. Mais que pouvions-nous faire d'autre que de continuer ? Nos téléphones ne fonctionnaient toujours pas. Michael souffrait beaucoup et avait du mal à mettre du poids sur sa cheville foulée. Elle était 2 fois plus grosse que son autre cheville. Il transpirait, je transpirais. Tout ça commençait à ressembler à un cauchemar. Lorsque nous avons parcouru un autre kilomètre et que nous n'avons toujours pas atteint le point de départ du sentier, nous avons paniqué. La nuit tombe rapidement dans la forêt et il ne nous restait que peu de temps. Nous n'avions presque plus d'eau, pas d'imperméable ni d'autre nourriture, et nos seules lampes de poche étaient celles de nos téléphones. Bien sûr, nous nous sommes maudits de ne pas avoir emporté plus de provisions, et nous n'étions censés rester là que quelques heures. Ce n'était qu'une petite randonnée d'une journée, et nous n'avions aucune idée de la façon dont les choses avaient pu tourner si mal. En désespoir de cause, j'ai appelé à l'aide. Nous n'avions vu personne depuis que ce couple étrange nous avait abandonnés près de la cascade, mais j'étais sûr que nous devions être proches du parking.
Cela ne voulait pas dire qu'il y avait quelqu'un, mais nous étions tous les deux tellement paniqués que j'étais prêt à me ridiculiser si cela pouvait nous permettre d'être secourus. À notre grand désarroi, personne n'a répondu. Nous étions seuls. Pour tenter de nous ressaisir, nous nous sommes dit que nous avions peut-être vraiment dépassé le point de départ du sentier. Peut-être étions-nous tellement concentrés sur le fait de garder Michael à l'écart de son pied douloureux que nous l'avions tout simplement raté et que nous marchions vers le point de départ suivant. Nous étions presque sûrs que ce n'était pas le cas, mais c'était la seule explication possible. Nous étions toujours sur le même sentier et bien que nous ne puissions pas en être certains, il nous semblait que le paysage avait changé. Nous ne reconnaissions plus aucun point de repère, à l'exception de la rivière, et ça semblait confirmer notre théorie, selon laquelle nous étions allés trop loin. Nous savions que nous ne tournions pas en rond, ce n'était pas possible. Devrions-nous faire demi-tour? Nous avons réfléchi à cette question pendant quelques minutes. Si nous nous trompions, faire demi-tour nous obligerait à passer une nuit dans les bois. Michael ne pouvait pas supporter cette cheville indéfiniment. Nous avons décidé de continuer. « Je ne suis pas folle, n'est-ce pas ?» demandai-je. Cette randonnée initiale ne faisait que 5 kilomètres. Nous avons parcouru 5 kilomètres jusqu'à la cascade. Oui, acquiesça Michael. La randonnée devait durer un peu plus de 10 kilomètres aller-retour. Nous avons marché bien plus longtemps que ça. Nous aurions dû rentrer il y a longtemps. Je ne comprends pas ce qui se passe. À la tombée de la nuit, nous avons accéléré le rythme. Michael a cessé de s'appuyer sur moi et a boité sur le sentier aussi vite qu'il le pouvait. Il a déclaré plus tard que l'adrénaline atténuait la douleur de sa blessure et lui donnait la motivation nécessaire pour continuer. Cette partie de l'Oregon est le pays des pumas, et je venais de lire qu'un lion avait attaqué quelques semaines avant notre randonnée. Nous ne voulions surtout pas nous faire surprendre dans l'obscurité, mais nous ne pouvions rien y faire. Nous avions peur. Michael a éclairé le sentier avec la lumière de son téléphone pour s'assurer que nous ne perdions pas pied, et j'ai éclairé les arbres avec la mienne. Je pleurais. La montre a indiqué que nous avions parcouru 14 km au total. Après 14 km et demi, nous avons enfin vu le panneau indiquant le point de départ du sentier et nous nous sommes dirigés vers lui. Le soulagement ne m'a pas complètement envahi, car je m'attendais à ce que nous devions soit faire du stop jusqu'à notre point de départ, soit marcher sur le bord de la route pendant encore quelques kilomètres. Il était tout simplement impossible que ce soit le point de départ du sentier. Il était à 4 km de l'endroit où il aurait dû se trouver. Alors que nous grimpions les quelques marches menant au parking, en sueur, assoiffés, épuisés, complètement déconcertés, j'espérais voir une voiture. Mes prières ont été exaucées, mais c'était ma voiture. Nous étions au même point de départ. Pendant un moment, Michael et moi sommes restés bouche bée. Notre peur et notre misère ont été remplacées par la confusion la plus totale, et nous sommes restés là. Puis une brindille a craqué quelque part dans les bois derrière nous et a rompu le charme. Nous nous sommes précipités à travers le parking vers la voiture, et pendant ces quelques secondes, j'ai ressenti une peur intense. La meilleure description que je puisse en faire est le sentiment que l'on éprouve dans un cauchemar lorsque quelque chose nous poursuit et que l'on essaie de s'enfuir, mais que l'on avance au ralenti. Comme si vos jambes ne coopéraient pas et que vous saviez que la chose qui vous poursuit va vous rattraper. C'est la seule fois de ma vie où j'ai ressenti cela en dehors d'un rêve. Nous avons réussi à nous entasser dans le véhicule et à sortir du parking. Je tremblais. Michael parlait de distorsion de temps, de déshydratation et du fait que nous avions dû perdre nos repères d'une manière ou d'une autre. Nous sommes sortis de la forêt nationale et avons pris l'autoroute. Il nous a fallu un certain temps avant de rencontrer d'autres voitures. Ce n'est lorsque nous sommes revenus à la civilisation que je me suis complètement détendu. Aucun de nous ne peut comprendre exactement ce que nous avons vécu. Michael a porté des béquilles pendant des mois à la suite de cet incident et sa cheville n'a plus jamais été la même. J'ai toujours l'os que j'ai trouvé, mais je le garde dans une boîte parce qu'il me donne de mauvaises vibrations. Aujourd'hui, lorsque nous partons en randonnée, nous nous en tenons aux sentiers les plus fréquentés. Quoi qu'il se soit passé ce jour-là, nous ne voulons pas que cela se reproduise.